Oui, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont nos clients chez nous. Vous savez, le niveau d'aide sociale aujourd'hui, le montant qu'ils reçoivent versus à Montréal, le prix des loyers, à un moment donné, c'est que ton chèque, en grosse majorité, va passer pour ton loyer, puis il va rester un petit peu pour payer l'électricité, s'il faut que tu la payes, tes médicaments, si tu as besoin, puis ce qui reste après, ben là, tu choisis. Je m'ajoute une paire de souliers ou je m'ajoute un sac de patates, tu sais, non? Mes souliers sont troués, mais j'ai faim aussi, fait que... Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le balado centré sur l'équilibre. Ça nous fait plaisir de vous avoir à la table. Isabelle Huot, docteur en nutrition, Donald Boisvert, directeur général de l'organisme La Corbeille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, dernièrement, avec les diverses crises qui secouent la planète, on parle beaucoup d'inflation, de son impact sur le prix du panier d'épicerie, qui a ensuite des conséquences parfois dévastatrices pour les ménages, des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de suivre cette inflation-là et de s'offrir une alimentation saine. Donc, ce sera notre thème aujourd'hui. On va parler d'insécurité alimentaire. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais quand même vous laisser de l'espace pour nous parler un peu de ce que vous faites respectivement, en commençant par toi, Isabelle. Présentement, je sais que tu as beaucoup de projets. Bien, d'abord, je travaille. Bien, merci parce que je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité. Très contente d'être ici aujourd'hui. Bien, moi, je travaille dans les médias, en fait, depuis 25 ans déjà. Ça va vite. J'arrive de ma chronique à Salut Bonjour. Je suis là depuis 18 ans. J'écris dans le Journal de Montréal depuis presque 20 ans dans différents magazines. Donc, j'ai 52 ans aujourd'hui, puis je suis là depuis... je suis encore là. Hein. Je me suis dit, on est toujours sur un siège éjectable dans les médias, puis bon, je suis encore là, mais en parallèle, j'ai lancé mon entreprise où j'ai lancé des produits santé en épicerie. J'ai des produits prêts à manger, j'ai également des collations, j'ai des desserts, j'ai une bûche de Noël, j'ai une panoplie de produits qui se distinguent par des belles listes d'ingrédients puis une belle valeur nutritive que je vends à la fois sur ma boutique en ligne et dans 1000 points de vente au Québec puis au Canada. Donc, je suis après développer le Canada avec un enjeu parce que je suis connue au Québec, mais pas du tout dans les autres provinces. Et puis là, je viens de signer avec Whole Food Market, qui est un magasin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est mon magasin préféré au Canada. Donc, on travaille fort, on travaille très, très fort. Avec les enjeux de main-d'œuvre, là, je dois vous dire que c'est pas facile. Et puis, contrairement à la croyance populaire, c'est pas parce que je suis partout dans les médias que je peux parler de mes produits partout. Donc, on travaille beaucoup. Oui, puis en plus, j'aimerais ajouter à cela que tu écris pour le magazine Strom depuis déjà quelques temps. Donc, tu es une collaboratrice avec nous. On adore travailler avec toi. On apprend toujours plein de choses. Et aujourd'hui, on va en parler justement de ce que tu nous partages là, comme petits trucs, comme informations sur la nutrition. Donald, merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es directeur général de l'organisme La Corbeille. D'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'organisme fait? Parle-nous un peu de ça. La Corbeille Bordeaux-Cartierville existe depuis 1987. C'est un organisme communautaire qui a différentes missions. Sa mission principale est la sécurité alimentaire. Donc, via une épicerie, qui est le magasin d'Émilie, on supporte près de 500 familles mensuellement en termes de sécurité alimentaire. On va faire des cuisines collectives, on va faire des jardins collectifs, on a un programme de récupération et de redistribution de fruits et légumes. On est fiers parce que l'année passée, on a quand même récupéré 300 tonnes de fruits et légumes. Merveilleux. C'est beaucoup trop pour nous autres. Donc, depuis plusieurs années, on a décidé de redonner. Donc, on redonne à 50 organismes dans 12 arrondissements de l'île de Montréal. Fait que ça, c'est vraiment cher. On est vraiment contents de ça. Donc, tout ça assure la sécurité alimentaire des gens de La Corbeille, mais aussi d'autres.
On est une entreprise de réinsertion sociale, donc on va former des jeunes au métier de commis d'épicerie, de réceptionniste, de serveur et de cuisinier. Et avec ce volet-là, on produit près de 600 repas quotidiennement durant l'année scolaire qu'on redistribue aux enfants dans les écoles primaires en partenariat avec la Cantine pour tous. Parce qu'on sait qu'on est le seul pays du G7 qui nourrit pas ses enfants dans les écoles. Et la Cantine est un programme justement qui veut contrer ce volet-là. Donc, on est en partenariat avec eux depuis déjà quelques années. Est-ce que c'est les écoles qui sont desservies par le Club des petits déjeuners? C'est différent. C'est tout à fait un autre modèle. Je le connais un peu parce que je suis président du regroupement, donc je peux en parler un peu. Donc, c'est qu'on veut assurer la sécurité alimentaire des enfants dans toutes les écoles. Parce que des enfants, nous, on avait l'expérience autrefois avec les mesures alimentaires dans les écoles, où la moitié de l'école sont desservies par le groupe communautaire, donc ils mangent des choses que nous, on produisait. De l'autre côté, on a les enfants dits correct, lorsque les parents font de la bouffe pour les enfants. Mais malheureusement, qui vous pensez qui mangeait le mieux entre les deux? C'était les enfants que nous, on nourrissait. Absolument. Parce que des sandwichs aux frites de la veille, des Michelina, je veux pas en faire la pub, mais des repas tout préparés, quand il n'y a pas de micro-ondes dans l'école, ça a comme pas de bon sens. Fait que, il y a une quinzaine d'années, on s'est regroupé les groupes communautaires, on a fondé la Cantine pour tous, puis notre rêve était justement d'offrir une cantine pour tous. Et puis on y arrive parce que cette année, c'est 25 écoles qu'on desservait au Québec. Wow. Et on vient d'avoir un financement par le ministère de l'Éducation. Et l'année prochaine, on va pouvoir grandir encore plus. Wow, fait que quelle ça, belle mission. à terme, et les parents payent une contribution volontaire. Donc, dépendamment de leur capacité de payer, on leur recommande de payer, je pense, c'est 5,75. Mais si quelqu'un est plus défavorisé, va donner le minimum qui est $1. Puis sinon, la personne qui a beaucoup de sous peut donner jusqu'à 6-7 $ par repas. Ça aide à payer pour d'autres repas. Et les différentes rentrées d'argent des fondations et tout ça qui aident la Cantine pour tous contribuent pour le restant. Pour les ça me rejoint tellement parce que moi, j'ai été porte-parole du programme Alimenter le futur pendant 10 ans de la Fondation Sodexo. On faisait des sandwichs pour des camps de jour durant l'été. Donc, pendant 12 semaines, on faisait pas juste des sandwichs, mais équilibrés. J'avais fait des menus avec les crudités, le petit yogourt, le fruit. Et puis, on allait porter ça un petit peu partout dans différents camps de jour sur Montréal. Et puis, les gens me disaient à quel point, normalement, effectivement, ce que tu dis, sinon, c'est une aile de poulet pour dîner ou un pogo, Puis nous, on arrivait avec un repas complet, équilibré. Puis les parents étaient très, très reconnaissants de ça. Nous, nos repas sont quand même suivis par des nutritionnistes. Donc, on s'assure du côté de nutrition. Donc, ce sont des repas chauds qui sont livrés à tous les midis avec le breuvage, avec le dessert. Donc, c'est vraiment complet. On assure, Donc, ça œuvre vraiment pour la mission de la sécurité alimentaire. Peut-être ça évolue vers sécurité. On va être plus dans quelque chose de positif. Mais donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une population ou un ménage peut se retrouver dans l'insécurité alimentaire. On peut parler d'un manque d'éducation, de connaissances par rapport à la cuisine, comment concocter un bon repas équilibré. Il y en a pour qui ça n'a jamais été appris et c'est de la faute à personne, c'est juste un concours de circonstances. Il y en a que c'est un désert alimentaire, donc forcément, il n'y a pas assez d'épiceries accessibles, de manque de ressources financières. Donc, il y a plein de raisons, mais l'insécurité alimentaire au Québec, est-ce que c'est possible pour toi, Donald, de nous dresser un petit portrait de ça ressemble à quoi, puis dans quelle situation les gens sont, là, ceux qui... La sécurité alimentaire, à la base, c'est quoi? C'est lorsque les gens ont une incapacité de pouvoir avoir en quantité et en qualité des aliments. OK. Donc, ça, c'est la base de la sécurité alimentaire. Lorsqu'on n'est pas capable de se produire ça, et ça, c'est de différentes manières. Oui, il y a le côté les déserts alimentaires, où ce que les gens, parce qu'à Montréal, même à Montréal, c'est une grande ville, on a des quartiers comme Bordeaux-Cartierville, où ce que les épiceries sont toutes aux extrémités, puis c'est des gens très défavorisés, fait qu'ils peuvent pas se véhiculer facilement. Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est sûr que c'est le côté monétaire. On l'a vécu, là, ça fait 2 ans. Là. Il y a quelque chose qui s'appelle la pandémie qui nous a tombé dessus il y a 2 ans. Et puis, on l'a vu avec toutes les pertes d'emploi où les gens financièrement... Malheureusement, les Québécois vivent de paye en paye. Hein? Souvent, c'est un adage qu'on a dit et on l'a vu avec la pandémie. C'est que quand ça l'a tombé, où tous les gens ont perdu leurs emplois, les lockdowns et tout ça, là, les gens se sont trouvés mal pris parce qu'ils ont une voiture à payer, ils ont un loyer ou une hypothèque et tout ça. Et là, les gens se retrouvaient avec
qu'est-ce que je fais? J'ai plus de chèques qui rentrent, j'ai plus rien. Et ça, on l'a vécu. Nous, on a eu 40 d'augmentation de demandes d'aide alimentaire au début de la pandémie. Donc, c'est vraiment souvent accroché à l'argent. Oui, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont nos clients chez nous. Vous savez, le niveau d'aide sociale aujourd'hui, le montant qu'ils reçoivent versus à Montréal, le prix des loyers, à un moment donné, c'est que ton chèque, en grosse majorité, va passer pour ton loyer, puis il va rester un petit peu pour payer l'électricité, s'il faut que tu la payes, tes médicaments, si tu as besoin, puis ce qui reste après, ben là, tu choisis. Je m'ajoute une paire de souliers ou je m'ajoute un sac de patates, tu sais, non? Mes souliers sont troués, mais j'ai faim aussi. Fait que, donc, ça, c'est une des problématiques. Il y a des gens qui ont des salaires, 2 petits salaires, des travailleurs à temps partiel qui n'ont pas de formation, qui ont de la difficulté. Donc, ces gens-là se retrouvent en insécurité alimentaire parce qu'ils ont encore le choix monétaire à faire. Qu'est-ce que je fais avec mon argent cette semaine? Fait que ça, c'est un des gros problèmes qu'on trouve présentement au point de vue de la population, entre autres montréalaise. Là. Quelle est la part du budget qui est consacrée à l'alimentation pour une famille de 4, par exemple, versus le loyer? Malheureusement, trop bas. Trop bas. Nous, on le voit dans notre quartier, les loyers, souvent, ça représente 80 du coût d'entrée par mois. Là, après ça, on rajoute toutes les petites affaires. Là, plus quand tu as des enfants, c'est la rentrée scolaire. Ça va être les médicaments, les habits, les uniformes et tout ça, les fournitures. Donc, surtout la rentrée scolaire, nous, on est un magasin partage, entre autres, qu'on va remettre bientôt près de 300 sacs à dos à des enfants défavorisés et une épicerie de départ pour qu'ils puissent avoir au moins des lunchs, déjeuners, tout ça. Mais on le voit, là. Là, les gens, le mois de septembre, c'est le pire temps de l'année, là. Parce que là, ils ont le même salaire, ils ont les mêmes dépenses, puis en plus, se rajoute la rentrée scolaire. Puis tu veux pas que ton enfant soit stigmatisé, tu sais, bon, ben lui, il a encore le même sac à dos depuis 3 ans, puis donc, lui, il est pauvre et tout ça. Fait que c'est pas des périodes faciles pour les parents, puis les magasins de partage, nous aident, entre autres, à pouvoir que les enfants arrivent à l'école comme tout le monde. Un petit sac à dos neuf, une petite boîte à lunch neuve, puis avec des crayons. C'est pas des fins de crayons, c'est des crayons neufs, puis des duotangs neufs qui ont pas 3 heures d'usure. Fait que c'est ça, l'insécurité alimentaire. Ça va jusque-là. Les gens ont des choix à faire au point de vue monétaire. Puis c'est ça, les loyers, on le voit sur Montréal, le coût des loyers. Pour des personnes qui ont un travail, qui réussissent relativement bien, un loyer à 1 500, 2 000 $, c'est fréquent sur Montréal. Absolument. Puis moi, je le vois dans mon environnement immédiat au travail, des loyers à 800, 900 ou 1 000 $, on en voit. Puis là, ils vont se mettre 2 familles pour rester, ou les parents vont venir vivre avec les grands-parents pour essayer d'économiser un peu. Mais c'est ça, l'insécurité alimentaire. C'est vraiment l'incapacité de pouvoir... et tantôt, on parlait de désert alimentaire. C'est une chose. Mais en même temps, c'est un ensemble de choses qui composent l'insécurité alimentaire. Puis Isabelle, quand on parle de sécurité alimentaire, non seulement il y a l'accessibilité, donc d'avoir les sous, d'avoir accès, mais il y a aussi une certaine référence à la qualité de la nourriture qu'on ingère, parce que quelqu'un qui va manger des pizzas pochettes, puis ce qui est pas cher à l'épicerie va peut-être aussi souffrir d'insécurité. Bien, c'est beaucoup moins nutritif. Puis ça, c'est flagrant en termes d'habitudes alimentaires, de voir que dans des milieux sociaux économiquement défavorisés, que l'alimentation est moins saine, moins diversifiée, mais c'est surtout le manque de savoir culinaire. Et je trouve ça beau de voir que vous avez à la Corbeille des cuisines collectives. Absolument. Parce que apprendre à cuisiner, ça passe beaucoup par là, j'ai peut-être une 15aine de trucs à vous donner, mais quand tu sais cuisiner des aliments de base, si tu fais ton pain, si tu es capable de cuisiner les légumineuses, si tu es capable de les apprécier, si tu peux cuisiner la PVT, protéine végétale texturée, ça fait toute la différence dans le budget. J'ai des exemples. Là. Par exemple, tu prends un poulet entier. Bien, maintenant, les gens ne prennent pas des poulets entiers. Ce qui est le plus vendu à l'épicerie, c'est la poitrine de poulet désossée parée, parce que c'est beaucoup plus simple à cuisiner. Mais tu as 65 % de rabais par portion de 100 grammes pour aller chercher ton 20 grammes de protéines si tu prends ton poulet entier. Si tu prends une brique de fromage, par exemple, entière, au lieu d'un fromage déjà râpé pour mettre sur ta pizza ou sur tes pâtes, t'économises 45 %. Wow! C'est faux, mais il faut que tu le râpes, ton fromage. Oui. Ça prend du jus de bras, mais... Oui, mais tu sais, tout ça, c'est des exemples comme ça qu'il faut cuisiner. Puis aussi,
Les flocons d'avoine, mettons, je prends les petits sachets, c'est plus pratique. Tu payes bien plus cher pour ton petit sachet de gruau. Et les petits sachets sont bourrés de sucre aussi, il me semble, là, Oui. ceux qui sont comme déjà préfaits avec Ça, des... c'est les plus vendus, mais il y en a du nature aussi. Mais c'est 58 sous la portion de 40 grammes. Si tu prends un gruau, tu te fais toi-même, que tu achètes en 1 kilo ou en plus gros format, tu vas payer 21 sous la portion. Fait que c'est 3 fois moins cher. J'ai plein d'exemples comme ça. Exemple, un ananas entier versus l'ananas précoupé. Bien là, tu vas prendre le précoupé, c'est plus facile, mais c'est 3 fois moins cher de prendre l'ananas entier puis de le couper. Oui, parce qu'on paye pour la manipulation. Qui est de plus en plus cher. Donc, à chaque fois qu'on va vers l'aliment entier, tu prends le filet de porc déjà assaisonné. Bien, il est 30 plus cher que le filet de porc que tu vas assaisonner toi-même. Donc, des petits exemples comme ça qui font toute la différence. Puis c'est sûr, l'idéal, bon, tu fais ton pain, mais on n'ira pas jusque-là. Tu sais, cuisiner tout, ça peut prendre un temps fou. Là. On ne commencera pas à faire son yogourt, son pain et tout ça. Mais d'apprendre des rudiments de base, puis tu parlais de transmission du savoir culinaire, ça s'est énormément perdu. Moi, j'encourage beaucoup les cuisines collectives. D'abord, c'est un moment pour socialiser. Vous avez recommencé? On a recommencé, nous, tout à fait. Tu étais en train de le dire, mais lorsqu'on regroupe des gens de différentes ethnies, les gens vont apprendre de la nourriture de d'autres cultures. Tu disais faire du pain. Nous, on a 85 nationalités différentes et une majorité font leur propre pain. Donc, à l'épice communautaire, ça va prendre de l'huile et de la farine. By the way, qu'on n'a pas en donation. Il faut l'acheter nous autres mêmes. Donc, les gens vont... Et tu dis faire du pain. Je vois faire des fois les dames, là. Ça mélange ça va prendre 5 minutes. Le pain plat est au four. Il sort ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Fait que donc, ils l'ont eu à une fraction du coût. Une des problématiques, tout ce que tu dis, moi, je suis 100% d'accord parce que, Colin, c'est tellement d'acheter en plus gros volume et pouvoir, c'est tellement une des manières. Mais quand on est dans un désert alimentaire, et qu'on se ramasse avec des magasins à des dépanneurs, des petits magasins de proximité. Ou des magasins où tu peux avoir des choses à 1 $, mettons, là. Ben, ces gens-là vont aller là. Parce que c'est sûr qu'ils vont, à 1 $, tu vas prendre, une boîte de Kraft Dinner. Tu vas prendre tous les produits, la boîte d'ananas. Tu vas apprendre parce que tu n'as pas accès à l'ananas, mais tu vas le prendre à conserve. Ben, il y a juste à 1 pièce. Fait que tu vas avoir plusieurs items. Oh mon Dieu. Full salé, aucune protéine. Saveur de poulet, mais il n'y a aucune source de protéines. Mais c'est 1 $. Je le sais. Fait que s'ils sont 2 à la maison, ils vont prendre ça, puis ils vont se remplir le bedon, mais peut-être pas avec les bons nutritifs qu'ils auraient besoin. Il faut rendre accessible des aliments nutritifs dans les dépanneurs, dans ces magasins-là. Moi, des coûts. À des coûts abordables. Des coûts abordables. Parce que les fruits frais, puis tout ça, c'est plus cher. Là, on sait, on est dans la saison des maraîchers, c'est moins cher. On en profite pour en faire provision, mais quand même. Moi, je suis pour taxer la malbouffe, là. Et les boissons gazeuses, on taxe. On récupère une taxe d'assises qu'on va récupérer puis réinjecter dans des subventions pour l'achat d'aliments de base. Le lait, les œufs, les fruits, les légumes, même certains aliments comme le fromage qui nous permettent de composer des repas en un tour de main, mais de rendre accessibles aussi ces aliments-là pour les gens qui n'ont pas de voiture puis qui habitent justement dans des déserts alimentaires, ne peuvent pas aller chez Costco puis faire provision de gros... Tu sais, ils n'ont pas de voiture. Donc, ça va être des petits commerces de proximité. On y va à pied, on revient avec les sacs d'épicerie, puis c'est là où je pense que ça passe par là. Il faut aider La bataille est là. La bataille est là pour pouvoir aider les gens. Comment ça se fait quand, je sais pas s'il y a du lobbyisme ou il y a des réponses que monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas au courant, mais comment ça se fait que des chaînes bien connues où on peut aller faire notre plein de voitures, d'essence, n'ont pas justement des œufs, du bon fromage, des fruits et légumes. Pourquoi c'est toujours les mêmes boîtes de conserve ou les mêmes sandwichs pré-emballés qu'il faut mettre au micro-ondes avec du plastique? Pourquoi on n'a pas encore, je sais pas moi, un partenariat entre les maraîchers et les grosses chaînes que je ne nommerai pas? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Il y a eu quelques pilotes de dépanneurs avec des fruits frais, des bananes, des pommes, des quand même abordables. C'est comme un servicieux parce que les gens ne rentrent... Même moi, j'ai essayé de rentrer mes noix, mes trucs santé dans les dépanneurs, puis dit Isabelle, les gens qui rentrent ici, là, ils veulent juste un sous-marin pain blanc, puis ils veulent pas... Tu sais, c'est comme un servicieux. La banane est là, mais personne ne la prend.
Ils répondent à un besoin. Oui. C'est ça qui est plate. Et C'est le besoin est là. C'est de l'éducation oui. qu'il faudrait faire. Oui. Je pense que oui. Hein? Ben, oui, c'est l'éducation auprès des gens parce que oui, ces grosses chaînes-là, ils font juste répondre à un besoin. La problématique qu'on s'est rendu compte lorsqu'il y avait les projets pilotes, entre autres les fruits et légumes dans les dépanneurs, c'est que le propriétaire, là, lui, il est là quand même pour faire des sous au bout de la ligne. Puis si sa banane, après 3 jours, est rendue brune, ben toi puis moi, Isabelle, on rentre là, puis on ne va pas la prendre, la banane brune. T'sais. Voilà. Fait que lui, il apprend, il la met à la poubelle, et là, on tombe dans le gaspillage alimentaire. Parce que les gens n'ont pas développé cette énergie-là de pouvoir se déplacer et d'aller vers ce genre d'endroit-là. Fait que, en même temps, je le comprends, le commerçant. Lui, il veut maximiser son investissement, quand même. Il a quand même fait l'effort de créer son emploi, puis je le comprends, mais de l'autre côté, s'il est pour en jeter la moitié, c'est des pertes directes dans ses poches. Oui. Mais en nous, même on temps... n'a pas comme consommateur développé ces habitudes-là. Ben, plus facile d'aller au Costco ou au Spursy ou whatever pour pouvoir aller chercher nos trucs, là. Mais tu sais, en même temps, il y a comme d'autres petits scandales, là. Désolée, je suis un peu là-dedans, mais il y a les épiceries qui jettent énormément de nourriture, puis il y a même des cadenas sur les contenants parce qu'il y avait, bon, ce concept de dumpster diving qui était l'idée d'aller chercher la nourriture encore bonne, saine, dans les contenants derrière les épiceries. Ouais, c'est ça, exact. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a comme, je sais pas, c'est barré. Mais il y a un beau programme de Moisson Montréal qui a été mis en place par Danny Michaud, qui était DG à l'époque de Moisson Montréal et qui récupère les viandes parce qu'on sait que la viande, quand c'est rendu la dernière journée, tu la perds. Donc, il faut la congeler parce qu'il faut quand même que ça soit salubre. Et Danny avait mis en place chez Moisson un programme de récupération de viande dans les épiceries. Je sais pas aujourd'hui. Mais là, c'est rendu bien plus gros. Ça, ils récupèrent tout maintenant. C'est-à-dire les cannes, les fruits et légumes, ils vont lorsque le camion se promène, il rentre à l'épicerie, puis maintenant, ils récupèrent de tout. À l'époque, c'était vraiment... C'était quand même d'emmener le propriétaire d'une grosse bannière à donner sa viande, parce que c'est sûr que Moisson a dû faire une preuve de traçabilité, parce que c'était là la problématique. S'il y a un problème avec la viande, puis on empoisonne quelqu'un, ben, il y avait un problème. Donc, Moisson, avec Danny, avait mis en place tout un système de traçabilité. Ça a super bien fonctionné. Ça a grandi. Et les bannières ont dit, ben là, vous êtes bons. Parce qu'à Moisson, il y a même un bureau où ils font l'échantillonnage et ils valident des tests pour s'assurer que la viande soit saine et tout ça. Wow. Donc, maintenant, ils récupèrent de tout. Et les organismes comme nous, à la Corbeille, on bénéficie de tout ça. Ben oui, vous récupérez la viande pour la transformer puis en faire des bons petits repas. La viande, pour nous, là, c'est inaccessible. C'est inaccessible. La viande, c'est tellement cher. Puis ça a augmenté de 8 cette année. Donc, je pense qu'il faut tous devenir flexitariens pour réduire le coût du panier d'épicerie, parce que c'est quand même entre 1 000 et 1 500 $ de plus là, cette année pour une famille de 4. Donc, d'intégrer un petit peu plus de légumineuses. Puis encore là, entre une légumineuse en conserve puis une légumineuse sèche, on a une grosse différence de prix. Mais les gens ne savent pas quoi faire avec la légumineuse sèche. Tu sais, si tu prends une canne de lentilles versus la lentille dans un gros sac, ou encore mieux en vrac, ça va être beaucoup plus économique de prendre la lentille en vrac. Mais là, bon, la lentille, pas besoin de la faire tremper. Mais là, les autres qu'il faut faire tremper, il faut apprendre à cuisiner avec ça. Mais c'est fou l'impact sur le coût du panier d'épicerie. Puis encore une fois aussi, je sais pas si je me trompe, mais il me semble que ce qui est en conserve a beaucoup plus de sel que une lentille. Oui, parce qu'il y en a des faibles en sodium, mais c'est pas ceux-là normalement qu'on voit. Ils sont juste faibles. Ils sont faibles en sodium. Alors que les autres sont sans, c'est ça? Ben oui, tout à fait. C'est super nutritif, mais il faut apprendre à faire des recettes. Puis ça, c'est les recettes qui viennent de l'Inde ou d'ailleurs. Moi, je trouve ça très inspirant parce qu'il y a beaucoup d'épices, puis ça devient tellement savoureux. Oui, absolument. Et la mixitude des cuisines collectives, ça apporte ça. Parce qu'on a une personne qui vient du Québec, qui est un Québécois de souche, qui est les légumineuses, ben oui, non, on veut rien savoir. Ben oui, c'est les seules légumineuses qu'on mangeait. La soupe au pois, c'est à peu près tout. Mais là, tu as quelqu'un qui va venir avec lui de l'Inde ou peu importe la nationalité. Puis là, à un moment donné, on fait une journée en fonction de chaque individu. Ils font son propre menu. Et là, on arrive avec un menu avec plein de... Là, ils font... Tu me feras pas manger ça. Mais là, ils vont voir comment ça s'apprête. Puis après ça, wow, c'est dommage bon. Moi, j'adore donc, on développe son goût grâce à des cuisines collectives. Fait que ça, c'est vrai. Puis au Québec, il y a un réseau de cuisines collectives énorme quand même, là.
Il y en a même pour les personnes diabétiques, puis des gens qui ont des conditions de santé, où là, tu dois adapter la recette en fonction d'une condition médicale. Donc, sans gluten, lactose ou peu importe, ça peut aller jusque-là. Wow, c'est tellement le fun. On peut-tu participer? Ou... Ben oui. Moi, ça me donne envie une petite d'apprendre. recherche, ça se fait rapidement sur l'ordinateur. Puis je suis sûr que dans votre quartier, il y en a déjà. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours au courant. Tu sais, par exemple, moi qui est salarié, tu sais, là, je me soucie de l'augmentation du panier d'épicerie parce que là, je le vois, là, c'est très, très flagrant. Si je compare à il y a quelques années versus maintenant, le prix que ça me coûte. Mais c'est ça, de savoir qu'il y a ces organismes-là qui j'imagine que vous faites pas de présélection. C'est comme la personne, si elle se présente, c'est qu'elle a un besoin, puis vous allez être en mesure de l'aider. Ben nous, c'est pour la clientèle de l'épicerie communautaire. OK, c'est vraiment pour la clientèle. C'est une autre manière d'assurer leur sécurité alimentaire. Donc, ils vont venir faire une épicerie qui paye un mini-prix, parce que pour nous, c'est important qu'ils déboursent au point de vue de la dignité humaine et tout ça. Oui. Puis j'ai toujours dit, moi, quand tu payes, tu peux chialer. Quand c'est gratis, c'est plus dur de chialer. Fait que moi, s'il y a quelque chose, j'aime mieux qu'ils me le disent. Il y a un engagement aussi, je trouve. Absolument, quand on débourse quelque chose, on s'engage dans le processus, on est sérieux dans notre démarche. Fait que ces gens-là reçoivent des denrées via l'épicerie. On les incite à participer aux cuisines collectives. Donc, c'est une autre manière d'assurer la sécurité alimentaire. Et on a cette année 5 ou 6 jardins collectifs. Wow. Donc, on demande aux gens, voulez-vous participer? Donc, c'est par et pour les gens. OK. Donc, les gens, on les sélectionnent. Dans vos jardins? Écoute, l'année dernière, on a fait pousser des arachides. On a eu 10 arachides. Oh! C'était un test qu'on avait fait, puis on a trippé là-dessus. Parce que l'arachide, c'est une légumineuse. En fait, absolument. Ça pousse dans la terre. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc, les gens de l'épicerie communautaire, ils vont s'impliquer. Donc, nous, on fournit tout, là, les plants, tout ce qui vient. Et eux autres, les engagements, c'est de venir arroser, de récupérer. Et un tiers, on leur demande un tiers soit remis à l'épicerie communautaire, juste pour dire, regarde, je suis parti avec quelque chose qui ne me coûte rien et je redonne à ma communauté. Mais les gens, à la fin de l'année, se rendent compte qu'un plant de tomates, là, ça en donne des tomates. Oui. Donc, sur un balcon, là, c'est extraordinaire, de la laitue sur un balcon. Donc, l'année d'après, les gens disent, bon, au lieu d'avoir un jardin, parce que c'est quand même des frais annuels, ben, sur mon balcon, je peux cultiver. Donc, j'assure ma sécurité alimentaire. Puis il y a les jardins communautaires aussi, pour les gens qui sont en appartement, c'est vraiment intéressant aussi. Vraiment. Mais tu vois, ça fait partie des trucs que j'avais dans l'article que j'ai fait pour le magazine Strom, de jardiner. Parce que c'est, comme tu dis, un plant de tomates, ça donne plein de tomates. Y a-tu quelque chose de plus vitaminé, de plus frais que manger une tomate qu'on a cultivée soi-même? Puis tu gardes les graines, puis l'année d'après, tu repars ton plan, puis ça ne coûte rien. Tu sais, fait que c'est... Tu sais, au point de vue économie circulaire, on est parfait. Ça, c'est parfait. Oui, absolument. C'est des belles façons d'économiser. Puis en même temps, je trouve que l'estime de soi, je l'ai vu chez les enfants, je me suis beaucoup promenée dans les CPE, puis ils faisaient des petits jardins, puis ils en mangeaient plus de légumes. Hey, je l'ai cultivé moi-même, là. Je vais le prendre, mon petit concombre, là. Il est encore meilleur. Ils n'ont pas le même goût, tu sais, que parfois certains aliments qu'on retrouve à l'épicerie, tu sais, qu'on le fait nous-mêmes, je veux dire, on dirait que c'est riche, il y a de la saveur. Ça donne envie d'en manger plus, les légumes. Puis c'est tellement important pour la santé. Quand un enfant le voit, du plant à la fleur, aux légumes qui se développent, puis après ça, tu le prends, puis tu croques dedans, le lien se fait au point de vue de l'enfant. Puis écoute, je l'ai vu de zéro. C'est pas pareil. C'est important dans l'éducation aussi. Vraiment. Puis de comprendre aussi la valeur, tu sais, tout l'effort, l'énergie qui est derrière chaque fruit et légumes. Parce que quand on le prend à l'épicerie, on dirait qu'on n'a pas conscience de ça. Puis ça m'amène à vouloir parler un peu du gaspillage, tu sais. Il y en a beaucoup de gaspillage, même à la maison. Énormément. Si un aliment est moindrement, je sais pas, a pris un peu de couleur ou quoi que ce soit, on va avoir tendance à le jeter, mais on n'a pas cette conscience de, mon Dieu, cet aliment-là, ça a pris des mois de l'eau. Le groupe alimentaire le plus gaspillé, selon vous, c'est lequel? Moi, je sais pas, la viande, peut-être, non? Non, c'est les fruits et les légumes. Ah ouais? Je cherche ici le nombre de kilos, là. Pendant que je cherche, là, c'est vraiment les fruits et les légumes. C'est fou, le gaspillage. Puis comme tu dis, dès qu'il est un petit peu flétri, un petit peu amoché, déjà, la plupart le prennent pas en épicerie. Puis, tu sais, les légumes moches, souvent, là, puis les fruits moches sont tout aussi nutritifs, tout aussi savoureux. Il faut développer le réflexe. Puis il y a des sections dans certaines épiceries où on les met de l'avant puis sont beaucoup moins chers.
Puis, tu sais, il ne faut pas penser que c'est moins nutritif parce qu'il y a une petite poque dessus, là. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait à la maison concrètement pour éviter le gaspillage? Parce que des fois, c'est même pas qu'on veut le gaspiller, mais c'est que on a acheté un trop gros chou, puis là, on le prenait pour faire un peu des tacos au poisson, mais finalement, il nous reste on peut faire des soupes, on peut faire des smoothies de plus en plus avec des restes de laitue, des feuilles d'épinards. Dans un smoothie, ça passe très, très bien. Utiliser toutes les parties aussi, comme les fans des carottes en feuilles, par exemple. On peut faire un pesto avec ça. On peut vraiment utiliser toutes les parties, la plupart des fruits, des légumes, puis tout, c'est ça, ajouter aux muffins, aux biscuits maison. Donc, au lieu de les jeter, on les transforme ou on les gèle. Quand tu sens, tu sais, tu peux les congeler. Quand tu sens que, OK, j'aurai pas le temps de le manger, beaucoup de fruits et légumes se congèlent. On peut aller sur le site du MAPAC, il y a un guide de conservation des fruits et légumes, puis ça dit aussi ce qui se congèle pas, comment on le congèle, combien de temps on peut le congeler. Fait que ça, c'est une façon de diminuer justement le gaspillage alimentaire, là. Puis, ultimement, je ne sais pas si dans vos jardins, vous utilisez ça, mais il y a le compost aussi. Oui. Tu sais, on est habitué, c'est plus facile, on jette ce qui n'est pas bon à la poubelle, mais alors qu'on pourrait utiliser ce service qui est disponible dans plusieurs villes de compost qui, par la suite, est réutilisé pour les jardins communautaires. Il y en a à Montréal, je crois, des endroits où tu peux vraiment venir déposer ton compost, puis c'est comme géré par la ville, puis c'est redistribué, je crois. Mais nous, on a notre propre composteur. Ah ouais? En plus. Ben, nous, on s'entend qu'en termes d'organisation, là, c'est ce que je vous ai dit tantôt, mais on a aussi un volet d'économie sociale avec traiteur corporatif, dont on a 2 restaurants, on a de la production de repas congelés pour les aînés. Fait que ça en fait de la nourriture. Mais vous faites tellement de choses. C'est vraiment... je suis due pour faire un autre article sur vous. C'est bon, ça, je prends ça en note. Oui. Mais c'est ça qu'au bout de la ligne, c'est inévitable de devoir acheter certaines affaires lorsqu'on reçoit des fois des denrées d'un bailleur d'un donateur, il s'imagine que parce que c'est donné, on peut donner n'importe quoi. Puis c'est sûr que moi, je dis toujours à mes étudiants, si moi, je ne le mangerais pas, je ne le ferais pas manger avec quelqu'un. Fait que donc, on récupère composteur, compost, l'année d'après, jardin. Oui, c'est merveilleux. C'est vraiment 360. J'adore ça. J'ai trouvé ma stat. Chaque famille canadienne moyenne gaspille pour 1 000 $ par année en nourriture. Là, 1 000 $, puis on dit que le panier d'épicerie a augmenté de 1 000 à 1 500 $ de plus. C'est exactement le montant qu'on gaspille. C'est un manque de planification. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est pressé aussi. Hein? Moi, je vois les parents, là, on va faire l'épicerie ou il faut aller chercher les enfants à la garderie. Alors, on arrive, puis on ramasse vite sans planifier notre semaine. C'est sûr que rendu au bout de la ligne, le frigidaire se remplit. Là, on fait comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais dernière minute, puis on pousse. On pousse, c'est de l'alpha du frigidaire, se retrouve le beau chou-fleur qu'on a payé 6 $, puis qui est rendu noir, puis qu'on jette alors qu'on ferait juste le cannelé, là, enlever, puis le réutiliser dans une soupe. C'est ce qu'on fait chez Moisson aussi. C'est des petites parties qui sont moins belles, on les retire, puis on fait un potage, on fait une soupe. Absolument. Puis les gens ne planifient pas suffisamment. Planifier les menus de la semaine. Faire le tour du garde-manger frigo avant. Qu'est-ce qui me reste avant d'aller à l'épicerie? Ah, mon Dieu, il y a ça, j'avais oublié. OK, ça, il faut que je le transforme rapidement. Puis on fait le tour. Des fois, on achète en double des trucs. Ah, il me restait une brique de fromage. On ne savait pas. Tu sais, faire le tour de ce qu'on a. Écrire sa liste d'épicerie en fonction des allées, pas se laisser tenter non plus par les attrapes marketing sur le bord des caisses. Puis c'est donc 2 pour 1. Ah, je vais le prendre 2 pour 1, mais finalement, si on n'a pas le temps de manger, le deuxième, on le gaspille. Il prend le bord de la poubelle. Il prend le bord de la poubelle. Fait que c'est pas toujours gagnant des 2 pour 1. Là. Ce qui est gagnant, par contre, c'est des volumes de denrées sèches. Les flocons d'avoine, comme les lentilles, ça, des gros volumes de la PVT, ça se garde super longtemps. Fait que ça, c'est intéressant. Il faut faire attention aussi à une chose bien importante, les dates qui sont sur nos aliments. Les dates de péremption. Donc, meilleur avant, c'est pas plus bon après. Et moi, j'ai vu des gens acheter des yogourts parce qu'ils en ont mangé aujourd'hui, c'était, mettons, le 26, puis ils arrêtaient le 26, puis le lendemain, il en reste, puis on jette aux poubelles. Le yogourt, c'est 2-3 semaines de plus. Écoute, on a déjà fait juste des tests qui ont été faits de 2 mois plus tard, puis le yogourt était aussi bon. Mais oui, avec les bactéries lactiques, c'est acide comme milieu. Ça va falloir que je fasse entendre ça à des gens parce que je me suis souvent fait... Moi, je suis du genre à pas être trop dédaigneuse par rapport à l'alimentation. Fait que je vais vraiment étirer des trucs. Jamais je me fie à la date, mais je connais des gens qui sont un peu plus rigides. Mais je suis contente de vous entendre le dire parce que ça éviterait beaucoup de gaspillage. Il faut prendre nos sens à un moment donné. Là.
Faire attention, par contre, la pour date, là, certaines oui, choses. la canne de tomates, là, elle a passé de 6 mois, là. Oui. Hey, c'est une canne, là. Ça dérange Tu la tellement rouvres, pas. tu sens, puis on le sait. Ouais. C'est facile Nos à sens voir. peuvent Ben nous donner oui, des absolument. indications. Fait que la péremption, c'est malheureusement une chose qui a été mise en place, je pense, qui est plus pour la consommation qu'autre chose. Mais ça aussi, on effectivement. pourrait tout revoir ça, là, avec des nouvelles données probantes, puis oui. changer les dates. Déjà, ça réduirait le gaspillage beaucoup. Absolument. Puis Une même une brique le de fromage, là. gaspillage. Ben oui, une brique de fromage. Parce que j'imagine que les épiceries doivent absolument se fier à la date parce que personne ne va acheter passer la date. Fait Voilà. qu'eux doivent en perdre Eux, beaucoup. Tu sais. Très bon point. Quand c'est la dernière date en épicerie, ça saute, ça va derrière. Mais là, tant mieux si ça s'en va à la corbeille ou à chez Moisson. Moisson après. Ouais, Mais, heureusement, il y a ça. Là, On mais- pourrait étirer, pas dans le cas de la viande fraîche, par exemple. Fait que là, ce qu'on dit, il faut faire attention. Là, la viande hachée, on n'étire pas. Tout à fait. Les fruits de mer non plus. Tu sais, il y a des choses comme ça que si on sent que là, c'est 3 jours la viande hachée, sinon on congèle. Ouais. On ouais. jette Mais pas, c'est un mon produit congèle. frais. Oui. Alors, tout le reste qui est produit sec, conserve et tout ça, une vinaigrette, là. C'est Hey, du vinaigre, là. C'est non. de l'huile. là. À un moment donné, là, Oui. on s'entend-tu que ça se conserve après la date, là? Vraiment. Ouais. Fait que non, moi, c'est un point. Souvent, ben, c'est sûr que nous, on reçoit des fois des produits de bailleurs qui sont que la date, elle arrive et tout ça, puis on a des clients qui font « Ah non, moi, j'en veux pas ». On doit les sensibiliser. On doit les sensibiliser à ce que c'est pas plus bon après, c'est meilleur avant, mais c'est une date. Puis je Oui. dirais que les gens, une fois qu'on les a sensibilisés puis qui ont goûté ou testé le produit, ça va être correct au bout de la ligne. Ben oui, c'est absolument. Mais il faut quand même, effectivement, se fier à notre gros bon sens. Et également, il y a des choses qui sont vraiment au niveau de la sécurité, là, tu sais, de pas de faire de l'empoisonnement alimentaire. Tu sais, Oui, par exemple, on veut va pas d'intoxication alimentaire, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, Exact. recongeler un poisson qui a été décongelé, oui, ça, oui. Dans le cas des viandes, volailles, poissons, il faut être prudent. Absolument. Ouais. Ouais. Oui. Mais j'ai comme une idée qui m'est venue aussi en tête. J'ai entendu aussi qu'il y a des familles qui, ensemble, vont se dire, bon, par exemple, le dimanche, on va acheter beaucoup de nourriture. Oui. Puis on va faire plusieurs repas, puis on va se partager ça. Donc, ils ont de la diversité pour aller chercher les bons nutriments, tout ce qu'on a besoin pour une semaine. Ils joignent le plaisir aussi, parce qu'il y en a pour qui c'est plate de cuisiner toute seule à la maison. Après, tu sais, c'est un moment sociable, là, tu sais, c'est... Vraiment, moi, je pense aux familles italiennes qui font leur pot de tomates, Oui. là. Ça s'en vient, là. Oui, c'est tellement un moment agréable, mais tu sais, la même chose, comme tu dis, de se retrouver, de cuisiner des repas de la semaine, un peu le principe des cuisines collectives. Mais des fois, à plus petite échelle, 2 voisins ensemble, on se met ensemble, 2 collègues. Moi, je fais les lunchs cette semaine, toi la semaine prochaine, congé de lunch, ça me permet de découvrir d'autres recettes. Donc ça, c'est vraiment le des fun petites aussi. techniques aussi qui permettent de peut-être économiser en bout de ligne. Tu sais, si on Oui. est plusieurs, puis on travaille ensemble, ben Surtout les gens seuls, il y en a beaucoup qui, je sais pas si tu as les statistiques, beaucoup qui vivent seuls, ils n'ont plus le goût de cuisiner. En s'associant comme ça donne le goût de nouveau de cuisiner. ouais. Ça, on le retrouve, nous autres, beaucoup via les aînés. Parce que on a un programme, là, la Maryse, des repas congelés livrés à domicile pour surtout une clientèle aînée. Puis, les aînés, c'est pas une question d'argent, la sécurité alimentaire. C'est une question juste d'être tanné, écœuré de faire de la nourriture. Moi, j'avais ma belle-mère qui mangeait une banane matin, midi, soir avec du beurre de pinot puis une toast parce qu'elle était juste tannée. À un moment donné, on a fait rentrer la popote dans son coin de pays parce que la cantine n'était pas là. Puis elle a changé, là. Elle a repris là, du elle a poids, ses elle a eu de protéines. l'énergie, puis tout ça. Puis la cantine pour tous, via aussi, cantine pour tous, enfants et aînés aussi. Oui. Il y a une plateforme où les gens peuvent aller sur la plateforme, choisissent leur traiteur. Il y a 6 traiteurs à Montréal sociaux. Donc, ils vont aller chercher le traiteur géolocalisé le plus proche. Ils vont commander. Les repas sont 5,85, Hey, c'est vraiment 5,75. abordable, Oui, pas tout à fait. complet. Parce qu'à la base, on veut viser les aînés un petit peu défavorisés puis qui ont de la misère à arriver. Mais juste les gens qui ont plus envie de cuisiner. On a fait une pub à la cantine pour tous avec une dame là, qui nous a fait demander un petit message là, en voulant dire que vous m'avez sauvé. Là. Je suis tanné de faire de la bouffe et la cantine. Elle nous a fait vraiment un petit reportage. Puis c'est ce qu'elle disait. Elle disait avant, j'avais plus intérêt de manger. Là, je prends mon plat, c'est des plats thermocellés et tout ça. Je le mets dans mon plat, je place mon petit riz, mes petits légumes, mon petit poisson par-dessus. Puis
Puis j'ai l'impression d'être au restaurant. Retrouver sinon, le plaisir de manger. Oui, Puis tout à honnêtement, pour 6 là, c'est vaut tellement la incroyable peine. comme prix, Tout à surtout avec le coût du panier d'épicerie actuellement, là. Cuisiner, je trouve que c'est énergivore. Tu sais, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord préparer, se déplacer vers l'épicerie. Des fois, c'est Faire des la gens qui n'ont pas vaisselle. de voiture. Il faut faire Mais la à vaisselle. 85 ans, là, à un moment donné, là, quand tu as fait ça pendant les 60 T'es dernières tanné. années, là, tu peux être juste tanné de tout. Ah, et tellement. et c'est répétitif Oui, parce oui. qu'ils font, tu sais, ils travaillent plus, ils sont à la maison, ils ont des activités, là, mais ça reste que c'est répétitif à tous les jours. Moi, j'en ai plein de clients, on est tanné de cuisiner. Ouais. Puis surtout quand t'es seul, c'est plus Tout à plat. fait. Tu es à la retraite de la cuisine à un moment donné. Puis Ben- c'est pour ça que les traiteurs existent. Puis moi, j'en essaie beaucoup Oui. et j'apprécie énormément. Oui. Juste, ça te donne des idées, ça te fait sortir de ta zone de confort, Vraiment. de tous les aliments que tu as l'habitude de cuisiner. Tu sais, chez moi, on dirait qu'on achète toujours les mêmes choses. Là. À l'épicerie, on a notre circuit, on sait exactement par où passer, puis on Mais sait ça, c'est exactement... classique, là, Ouais. parce que le ménage moyen va cuisiner, je pense, 5 à 7 recettes dans le mois qui reviennent tout le temps. Ben oui. Tu sais, c'est parce que t'es pressé. Celle-là, je la connais. Je sais que toute la famille aime ça. Ouais. Fait que je sais que ça... Tu sais, fait que tu dis, ah oui, 5... Les livres de recettes font fureur. Mais on cuisine 5, 7 recettes pareilles par mois. Mais on parce a que- toutes des tonnes de livres, puis C'est on les ça. roule une fois par année. Mais les livres de recettes, j'adore les livres de recettes, mais on dirait que des fois, tu sais, c'est tellement... Il faut que tu achètes, par exemple, une livre de beurre alors que tu avais besoin d'une Oui, cuillère, tu sais. oui, oui. Puis là, il y a du gaspillage, puis tout ça. Oui. Ça me fait penser, des fois, tu sais, dans le temps, là, on remonte à plusieurs années, il me semble qu'il y avait ça, là, entre voisins. Tu sais, t'as-tu 2 œufs? Oui, Je t'échange oui. une tasse de farine. Oui. Ça, on le voit On moins. dirait qu'on hein. le voit moins. Ben, c'est parce qu'on se Ouais. connaît plus. On se Ouais. connaît plus, on Parce est qu'on plus travaille, on n'est jamais à la individualiste. maison, ou on a le chalet, puis tout ça. Voilà. Fait que donc, on n'est plus jamais, puis on travaille Oui. tard, et on a les enfants, et tout ça. Fait qu'on se connaît plus. On a tellement parlé de plein de trucs Oui. et astuces. Je pense que les gens vont prendre conscience justement de tout ce qui est possible d'être fait Oui. si on est dans une situation inconfortable au niveau de notre alimentation, que ce soit par manque de moyens financiers ou par manque d'accessibilité. Peu importe la raison, là, je pense qu'on a vraiment donné plusieurs trucs. Est-ce qu'il y avait, en terminant, des choses auxquelles vous pensez qu'on n'aurait pas abordé pour l'épisode? C'est sûr qu'à Montréal, on est quand même chanceux, à quelque sorte, parce que, bon, pas chanceux parce qu'on parle de 200 000 personnes, me semble, selon Moisson, le dernier rapport, là, qui vivent l'insécurité alimentaire, là. Donc, c'est beaucoup. Très significatif. Par contre, il y a une panoplie d'organisations qui sont là pour aider. Juste à Moisson Montréal, c'est près de 300 organismes que Moisson supporte. Et il y en a 300 côtés qui ne sont pas inscrits à Moisson Montréal. Donc, on parle de peut-être 800 organismes à Montréal en sécurité alimentaire qui vont faire, comme nous, des cuisines collectives, qui vont faire des restos populaires, qui vont faire peu importe les manières de pouvoir aider les gens. L'éducation. L'éducation. Oui. Mais pour pouvoir faire ça, c'est pas l'État qui fait ça. C'est les organismes qui doivent le faire à même leurs moyens. Tu sais, tantôt, moi, je parlais d'économie sociale, l'économie au service du social, qu'on a trouvé un moyen de faire des sous, de faire des profits qu'on réinjecte auprès de notre organisme qui fait en sorte qu'on est ce qu'on est. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Puis l'État ne subventionne malheureusement pas à la hauteur de tous ces organismes-là. On voit des organismes, des fois, où que les gens sont que bénévoles parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des salaires. Fait que c'est sûr que tout le volet de vouloir aider les organismes à aider, parce que c'est ça. Donc, quand les gens sont financièrement plus aisés, de supporter l'organisme local. C'est beau d'aider des En faisant des dons, puis en Oui, faisant du bénévolat. bénévolat. On en parlait Oui. d'entrée de jeu. Hein. Tout C'est à tellement fait. important de s'impliquer socialement. Prenez une cause, les gens qui nous écoutent, puis allez donner du temps ou argent, ou les deux, tant mieux. Mais moi j'adore ça. Je donne beaucoup de temps à toutes sortes d'organismes. Des fois, c'est nourrir les sans-abri dans la rue, puis une autre fois, c'est aller participer à une cuisine collective. Mais ça me nourrit tellement. Puis je trouve les gens font de moins en moins de bénévolat. Je trouve ça triste. Puis à la guignolée aussi, tu sais, c'est quand même un vraiment bon moment pour investir de son temps. Oui et non? mais... OK. Oui, moi aussi. Mais... Oui, mais à Noël, nous, on a une guignolée. Moisson, une guignolée, c'est le temps de l'année où on ramasse des sous, puis on fait comme, bon, enfin, ça va supporter. Mais la fin, là, c'est Ouais. pas à Noël, c'est 12 mois par année.
Mais on est là présentement, et là, présentement, les gens ont faim quand même. Ouais. C'est pour ça que les gens qui ont des capacités de pouvoir aider, moi, j'aime bien le côté, oui, c'est beau, les gros, ceux qui ramassent de l'argent pour en gros, mais aider localement. Oui. Tu as un organisme au coin de la rue qui fait de la sécurité alimentaire, d'aller le voir, puis c'est quoi votre besoin? Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de sous, d'aider localement, parce que, tu sais, c'est... Bon, l'économie circulaire qu'on dit, là, mais c'est ça la même affaire, c'est le côté social circulaire. On aide notre quartier. Moi, je suis favorisé, je suis dans un quartier, à côté, quelqu'un ne l'est pas, je vais aller aider l'organisme pour le... Oui. Je vais aider l'organisme pour pouvoir t'aider à t'aider. Ça, c'est une chose qui est bien importante. Ces organismes-là ne font pas de levée de fonds des grandes soirées. Bien, il y en a de moins en moins, mais ils ont beaucoup moins d'argent. Donc, aider localement, là, moi, je pense que c'est une très belle conclusion. C'est un des secrets, parce que, comme je disais tantôt, l'État ne peut pas supporter tout ça. Et sans, les besoins sont grands. Oui. Là, je me lance pas de fleurs parce que je suis un organisme, là, mais ça reste que sans les organismes communautaires au Québec, là, ben, il y aura plein de monde dans différents niveaux, là, autant en sécurité alimentaire que dans plein d'autres affaires. Là, on aura un problème de société. Là. Ah oui, absolument. Absolument. Merci beaucoup de faire ce que vous faites. Puis, juste une petite aparté, là, faire du bénévolat, là, c'est gratifiant. Oui. On sent qu'on s'implique dans notre communauté. Il y a vraiment quelque chose de beau. Puis c'est ça, j'encourage les gens à le faire, là, autant auprès de la Corbeille que puis des fois, deux amis ensemble ou de team building de bureau, c'est vraiment un beau moment là, ensemble. Absolument. Aussi. Moi, j'ai vu des gens dans les Noëls, parce qu'on est aussi magasin partage à Noël, donc on a besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on remet 500 paniers, d'arriver en groupe comme ça, puis là, ils vont aider. Puis tu sais, des fois, tu te rends pas compte du besoin des gens. Puis quand que la personne, la bénéficiaire, part avec son épicerie, puis qu'elle pogne le bras du bénévole, puis qu'elle lui dit « J'aurais jamais une table cette année comme ça grâce à vous autres, à ce que vous avez fait. » Moi, j'ai vu des bénévoles partir en pleurant, là, dire « Donald, on va revenir l'année prochaine, puis on va revenir dans l'année. » Puis c'est extrêmement gratifiant. Ah oui, absolument. Il faut l'essayer. Oui. Puis une fois qu'on l'essaie, on l'adopte. C'est ça clair. Devient... ça fait partie de notre routine. T'sais. Ne serait-ce qu'une heure par semaine. Oui! Une journée par mois, de donner pour une cause qui nous tient à cœur, je pense. C'est ça qui est important. Ouais. Faut que ce soit quelque chose qui vient nous chercher, qui nous tient à cœur. Exactement. Dans ce temps-là, on est porté à continuer puis d'aller dans le temps, oui. Exactement. Mais je vous remercie infiniment pour votre contribution beaucoup. À cette belle discussion. Je pense qu'on va soit éveiller des consciences ou soit aider les gens à faire des choix qui vont leur permettre d'être dans une situation plus confortable au niveau de leur alimentation. Alors, ça fait un plaisir. Moi également. À la prochaine. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!